dans la peau. Bonjour, Christian Wittpfli, organisateur de Time to Watches. Et bienvenue à Dans la peau, ravi de vous accueillir. Merci. D'ailleurs, on se tutoie ou on se vouvoie ? Si tu me poses la question. Bon, on va se tutoyer du coup. On se tutoie. On va pas faire genre, on se connaît pas. Et puis... Exactement, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, exactement. Absolument. On est dans la peau business, on va parler un peu de ce business. Quels sont les principaux objectifs commerciaux que tu as avec Time to Watches pour cette édition 2025 ? Alors, le Time to Watches est organisé pendant la semaine horlogère genevoise, qui est le moment stratégique dans l'année au niveau mondial. Les publics cibles principaux sont les détaillants, les distributeurs, c'est-à-dire les personnes qui achètent les montres en quantité, qui sont les personnes qui sont propriétaires de boutiques ou qui distribuent à des boutiques sur un marché donné, et les médias. Voilà, ce sont vraiment les deux acteurs, les deux publics cibles les plus importants qui sont ciblés par les événements. L'événement est ouvert également aux visiteurs via du ticketing, un tarif qui est tout à fait raisonnable. Par exemple, c'est 20 francs par jour et 35 francs pour avoir le pass pour les 6 jours. Et les marques horlogères ont la nécessité de présenter justement à leurs acheteurs et aux médias leurs nouvelles collections, leurs nouveautés, etc. Donc il y a ce moment charnière de l'année et c'est pour ça que Time to Watches est organisé à ce moment-là dans ce lieu qu'est la Villa Sarrazin à 1 minute à pied de Palexpo. Et comment tu sélectionnes justement ces partenaires horlogers ? C'est des nouveaux créateurs, c'est des nouvelles marques qui se lancent ? Oui, alors l'ADN de notre événement est d'être complémentaire par rapport au grand événement qui est Watches and Wonders qui se passe dans Palexpo, où là ce sont vraiment les grosses marques qui sont les mastodontes sur le marché, mais l'horlogerie c'est pas que. Il y a beaucoup d'horlogers indépendants, de plus petites marques ou de marques naissantes, etc. Et tous ces gens-là n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir accéder à Watches and Wonders, mais souhaitent être quand même présentes sur le marché à ce moment donné. Voilà, donc nous, on a un comité de sélection, donc les marques doivent être candidates chez nous, elles doivent montrer patte blanche, montrer un petit peu qu'est-ce qu'elles font. C'est un dossier qui passe dans les mains de plusieurs personnes, et ensuite on leur donne notre réponse, si on les accepte ou non, et puis à partir du moment où on leur informe qu'elles peuvent exposer chez nous, là on rentre dans des discussions plus sur le format et sur les questions budgétaires. C'est la combienième édition et quelle stratégie marketing tu as employée pour faire connaître cet événement ? Oui, alors nous allons organiser la 4e édition. En fait, très clairement, Time to Watches est né du Covid, puisque il y a un cataclysme lors de cette période du Covid qui s'est passé, c'était la mort de Baselworld. Donc Baselworld, c'était un événement centenaire qui se tenait à Bâle, comme son nom l'indique, et qui réunissait l'ensemble des acteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, donc là je parle vraiment des marques horlogères, marques de bijoux, joaillerie, les diamantaires, vraiment ceux qui fournissent les pierres, on va dire, et tous les co-traitants, sous-traitants, c'est tout l'appareillage, les machines qui permettent de fabriquer des montres ou de manufacturer des montres ou des bijoux. Cet énorme événement a connu ses heures de gloire jusqu'à 2000 exposants, donc c'était vraiment énorme. Énorme. Et pour différentes raisons, c'était un événement qui était sur le déclin et n'a pas survécu à son annulation dernière minute Covid, comme a connu d'ailleurs Genève avec le salon de l'auto. Voilà. Peu de jours après l'annonce de l'annulation de Baselworld, les principales locomotives, donc les marques qui génèrent le plus de trafic, le plus d'intérêt, que sont Rolex avec Tudor, Chopard, Chanel, etc. Il y avait de mémoire 7 marques qui ont d'un communiqué de presse commun
annoncé leur retrait de Bâle, de Baselworld, qu'elle rejoignait Genève. Et en fait, à Genève, historiquement, il y avait un événement qui s'appelait le SIHH, Salon international de la haute horlogerie, qui était plus un format d'événement principalement pour les marques du groupe Richemont. Et c'était plus un format showroom, c'est-à-dire que c'était un événement non ouvert au public. Et voilà, le groupe Richemont invitait ses clients, donc de nouveau les distributeurs, les détaillants, etc., à venir voir leur marque. Juste avant le Covid, le SIHH avait choisi de changer de nom pour devenir Watches and Wonders. Et puis, alors certainement en coulisses, parce que ça s'est pas passé 12 jours au lendemain, ces discussions avec les principaux acteurs, de se rejoindre sur Genève et du coup de développer Watches and Wonders et de l'ouvrir à plus de marques, donc à des marques qui ne font pas partie du groupe Richemont, et puis de l'ouvrir également au public. Ils ont maintenant 3 jours ouverts au public via du ticketing. Et c'est dans cette période, dans ce contexte, que tu as décidé de créer cet événement. Exactement, parce qu'en observant le déclin, enfin la fin de Baselworld, j'ai très bien compris avec le départ des locomotives qu'il n'y avait plus d'avenir dans Bâle et que du coup, sur Genève, il manquait une proposition, puisque parmi toutes ces marques qui étaient présentes à Bâle, elles n'allaient pas pouvoir rejoindre Watches and Wonders à Palexpo, mais allaient se retrouver sans une offre organisée, structurée sur Genève. Et donc, chaque marque, alors s'il n'y avait pas une offre structurée, devait de son côté trouver un espace éphémère, alors soit dans une suite, dans un hôtel, ou le louer un lieu, je ne sais quoi, et ensuite de devoir communiquer à son réseau. Ok, moi je suis là, puis alors chaque marque, moi je suis là, puis moi je suis là, puis moi je suis là. Du coup, c'est un enfer pour le visiteur qui vient sur Genève pour son business trip pendant 4 jours et qui n'a pas énormément de temps. Donc sur ces 4 jours, il va en passer beaucoup à Palexpo, puis après, le peu de temps libre qu'il a, il peut pas aller à 3-4 endroits différents à travers la ville. D'où l'idée de les réunir là, comme tu as fait. Cette année, ça tombe bien, c'est la première année que tu es à Sarrazin. C'est la première année à Villa Sarrazin. Auparavant, nous étions à la HED, à la Haute École d'Art et de Design. Au Charmy, ouais. Au Charmy, exactement. HED qui a une chaire horlogère. Alors, il faut savoir que nous, dès le départ de Time to Watches, il y avait 2 éléments qui étaient fondamentaux dans l'ADN de l'événement, de ce qu'on a défini. Le premier élément, c'était de le faire avec l'accord des principaux acteurs. Et le deuxième élément, c'était de le faire dans un endroit qui avait une légitimité. Donc, pas dans des mètres carrés froids. Et quand je parle de froid, je parle pas de chauffage, mais je parle vraiment voilà, un lieu qui a sa légitimité. Alors, concernant l'accord avec les grands acteurs, nous avions contacté la FHH, la Fondation de la Haute Horlogerie, qui était qui était l'organisateur de Watches and Wonders. Maintenant, il y a une nouvelle fondation qui a été créée, justement avec ces grosses locomotives qui ont rejoint. Cette nouvelle fondation s'appelle la Watches and Wonders Geneva Foundation, qui est pilotée à tour de rôle par des représentants de ces différentes marques pour ne plus être dans ce... Donc, tu as eu leur bénédiction, voilà. C'est Exactement. Pas que tu t'es incrusté dans l'événement, ça a été discuté et tu t'es positionné. Exactement, c'était très important pour nous. Et le deuxième élément, c'était un lieu avec une légitimité, et puis la HED. Alors, il n'y a pas non plus énormément de lieux à Genève qui offrent des mètres carrés en suffisance. La HED, en l'occurrence, a un espace d'exposition qui est très très sympathique. Et puis voilà, on a pu... il y avait cette légitimité, puisqu'ils ont une chaire horlogère, donc ils ont des étudiants en design horloger. Et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré ces 3 éditions. Pour revenir à cette édition de 2025, oui. En matière d'événements, comment tu fais qu'est-ce que tu as prévu pour essayer d'attirer la nouvelle génération? Est-ce que tu as prévu des choses? Oui. Tu parles au niveau des marques ou au niveau des visiteurs? Ou les deux. On pourrait dire les deux en fait, parce que c'est clair qu'il faut attirer des nouvelles marques, mais les visiteurs, il faut intéresser quand même la nouvelle génération. Je pense que dans l'horlogerie, ça se recycle aussi, le consommateur. Je sais pas si je dis une bêtise. Oui, non, alors tu as raison. Au niveau effectivement des collectionneurs, etc., il y a eu c'est le Covid aussi qui a généré ça, un intérêt de la part des jeunes sans précédent. Donc voilà, on s'explique difficilement, mais c'est clairement observé. Donc cette nouvelle génération est très intéressée par rapport à ces montres. Et, naturellement, on parle de montres mécaniques. Et puis
puis, au niveau des marques, il y a aussi pas mal de marques qui se créent des nouveaux projets et qui ont justement besoin d'un outil tel que le nôtre pour pouvoir se lancer sur la scène internationale et obtenir le maximum de visibilité auprès des deux cibles dont on a parlé, donc des distributeurs détaillants et des médias. Comment tu envisages l'évolution de Time to Watches dans les prochaines années ? Oui. Alors, très clairement, on est toujours sur un développement. Alors, le développement cette année avec le nouveau lieu, on est passé de 55 marques à 75 marques, donc on a eu un gros développement cette année. Et maintenant, l'événement s'assied sur ces bientôt 4 ans d'édition. Donc plus 5 ans et demi de travail, puisque en amont de la première édition, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et du coup, on continue de construire. On était un bébé nouvellement né, on était un nouveau-né. C'est quoi aujourd'hui, un préado ? C'est on peut dire ça comme ça, un préado qui a attiré 7000 visiteurs sur l'édition précédente, donc des visiteurs de business, donc c'est quand même très très important. Et puis cette année on imagine faire plus. Et puis on voit nos bases de données de visiteurs, etc., de médias, de détaillants sont de plus en plus importantes, de plus en plus qualifiées. Voilà. Est-ce que tu as une idée des ventes qui se font grâce à cette manifestation ? Non, ça c'est les secrets. Personne ne te dit rien. C'est là le secteur de l'horlogerie aime bien cultiver les notions de secret, et d'un autre côté ça ne regarde pas quelque part. Nous alors on sait que c'est successful puisque les exposants reviennent édition après édition, donc si c'était pas successful là, ils reviendraient clairement pas, parce que ça représente quand même un investissement. Alors après, on a une gamme de prix qui est assez large. On part de 5 250 à 50 000 à peu près. Seulement 5 000 pour s'exposer Oui, exactement. C'est 5 jours, 6 jours, je crois. C'est 6 jours, exactement. Donc, on est à moins de 1000 francs par jour. C'est un petit stand de 10 cm²? Alors, c'est un peu plus que 10 cm, mais effectivement, c'est pas la taille qui compte. Bon. Et non, ce qui est important, c'est d'être présent, d'être actif lors de cette semaine horlogère et d'avoir l'opportunité d'être à 1 minute à pied de Palexpo. Ce budget de 5 250 pour des jeunes marques qui veulent se lancer, c'est un budget qui est quand même assez important, mais qui leur permet d'être sur ce marché. Donc on a des jolies histoires depuis ces 3 éditions qui ont été réalisées. Suite à l'événement, ils avaient rencontré plein de gens dans plein de marchés différents et ils avaient ouvert tel marché. Et voilà, ses yeux brillaient de cette joie qu'il avait. Pour toi, c'est une énorme satisfaction, je pense. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que nous, en tant qu'organisateur d'un salon de professionnels, notre rôle, c'est ça, c'est d'aider nos exposants, d'aider les marques à développer leurs affaires. Alors, naturellement, l'aide, elle se passe à différents niveaux, parce qu'il y a des marques beaucoup plus établies qui vont pas découvrir des marchés avec nous, mais elles ont des objectifs différents, de pouvoir facilement organiser des rendez-vous, etc. Voilà, donc les expériences sont différentes en fonction des marques, de leur existence, de leur historique, etc., etc. Mais dans tous les cas, nous, c'est ça. On est un outil pour aider le business de nos exposants, pour aider le développement du business de nos exposants. Et d'entendre des histoires comme ça fait super plaisir parce qu'on voit que notre travail est utile. Avec ce parcours, toutes ces expériences, toutes ces rencontres, est-ce qu'il y a eu un fait un petit peu inhabituel, un peu décalé qui s'est passé ? Est-ce que là, comme ça, t'en as un qui te vient à l'esprit ou pas ? Un truc qui t'a surpris. Un truc qui m'a surpris, quelque chose. Ça peut être une montre ou un style de représentant de marque ou un visiteur. Écoute, alors le coup des visiteurs, c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que nous, notre business, c'est d'organiser des salons. On en organise aussi à Palexpo, des professionnels qui etc. viennent, en règle générale. Alors, la grande majorité, c'est des professionnels. Mais par rapport aux autres événements qu'on organise, on est sur des choses qui sont plus régionales ou nationales. Et là, avec Time to Watches, on voit des gens de partout. Quand on voit le nombre, sur la dernière édition, on avait plus de 85 nationalités différentes. Wow. Et vraiment, il y a des gens, des Amériques, il y a des gens d'Asie, du Moyen-Orient, etc. Et donc, du coup, il y a un profil comme ça, complètement différent, des cultures complètement différentes. Et puis, ça, c'est juste extraordinaire de voir ce mélange. Voilà. Et nous, lors de la première édition, c'était vraiment très surprenant pour nous de voir
tous ces profils différents de visiteurs. On n'était pas habitué à ça. Est-ce qu'un non-initié, mais qui s'intéresse un petit peu à l'horlogerie, il trouverait son compte d'acheter un billet puis d'aller voir ces exposants? Oui, je ne sais pas si c'est la question d'être initié ou non initié. Je pense que c'est une question de curiosité. Parce que c'est vrai que quand on parle avec des non-professionnels, souvent, le réflexe des gens, c'est Rolex, c'est Patek, et ils connaissent pas les petites marques indépendantes. Dès qu'on parle avec des spécialistes, des collectionneurs, ça les intéresse énormément. Alors naturellement, il y a des collectionneurs de Rolex qui ne collectionnent que Rolex, mais l'horlogerie est plus large que ça. Et il y a une multitude de petits acteurs qui sont très intéressants, qui font des choses incroyables et qui sont complémentaires aux grands acteurs qui sont à Watches and Wonders. C'est la raison pour laquelle aussi qu'on jouit de cet adoubement de Watches and Wonders, puisqu'ils sont clairement conscients qu'on amène un complément à l'offre du marché, on va dire. Et, tu saurais me dire la montre la moins chère, à partir de quel prix elle démarre? Est-ce que tu sais ça? Alors, juste pour si j'ai envie de faire un petit placement. Ouais. Oui, non. Alors, ça se fait d'ailleurs des petits placements comme ça. Enfin, est-ce que les collectionneurs, c'est aussi pour la passion de la collection, mais est-ce que c'est aussi peut-être un investissement à long terme ou non? Alors, il y a eu une phase où il y a eu vraiment des achats d'investisseurs, on va dire, et ça, c'est un phénomène qui s'est énormément calmé. Ils sont tous passés au Bitcoin, quoi. Alors, oui, il y a aussi eu pendant le Covid, ça a vraiment boosté aussi cette notion d'acheteurs investisseurs, on va dire. Voilà, faut savoir qu'il y a toujours des cycles comme partout, mais dans l'horlogerie, il y a un cycle tous les 4 ans, il y a une espèce de crise horlogère. On est complètement dedans maintenant. Enfin, on semble commencer à s'en sortir. Et c'est pénible pour Genève, parce que pas tout le monde s'en rend compte, mais Genève, c'est une place très importante de la haute horlogerie. Absolument. C'est la capitale mondiale de la haute horlogerie, on va dire, et il y en a d'autres qui nuanceront mon propos, mais voilà, c'est clair que le mot Genève est très porteur pour l'horlogerie au niveau mondial. Rappelle-nous la date de ton événement. Alors, c'est assez facile de se rappeler du premier jour, c'est le 1er avril. Et c'est pas une blague. Donc, c'est pas une blague, et ça va jusqu'au 6 avril. Voilà. Et c'est à la Villa Sarrazin, au Grand Saconnet. Exactement. Voilà. Exact. Juste pour conclure, après cet événement, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, tu crées des événements, tu es dans l'événementiel. Tu peux me parler un peu de ton métier dans l'événementiel? Et aussi en m'expliquant un petit peu quels sont les autres événements que tu vas faire peut-être, me dire si tu cherches des stagiaires ou des jeunes, est-ce que tu en formes, etc. Parce que beaucoup de jeunes sont intéressés par l'événementiel. Ouais. Alors effectivement, on est dans l'événementiel. Après, tu vois, je suis dans une soirée, un anniversaire d'un ami. Du coup, on côtoie des gens, on fait la connaissance de personnes. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es dans l'événementiel. T'organises des mariages, etc. Non, j'organise des salons. C'est vraiment le type d'événement qu'on fait. Et par exemple, on fait le salon nautique à Palexpo. Et là, mais un nombre incalculable de fois, j'ai entendu « mais le reste de l'année, tu fais quoi ?» Comme si un événement se faisait en une journée. Non, les gens se rendent pas compte. En fait, on travaille vraiment à l'année sur les événements, alors avec une intensité qui est différente. Mais c'est vrai que on en organise plusieurs. Et donc là, on est à un mois Time to Watches, donc on est full là-dessus. Mais on doit quand même dégager un petit peu de temps pour des éléments de préparation sur d'autres événements et des projets, chez moi, j'ai un tiroir à idées qui est absolument énorme, et donc je suis souvent en train de sortir un truc, je le mets sur la table, on travaille un peu, on le remet après dans le tiroir, on le ressort 6 mois après, etc. Et puis au bout d'un moment, on le sort pour de vrai et on le fait. Et donc du coup, on bosse mais non-stop sur plusieurs événements. Donc c'est un travail qui est très prenant à l'année. Et est-ce que justement des stagiaires, est-ce que tu en recherches? Alors et si oui, ce serait quoi son profil? Alors, c'est toute la difficulté. Cours, il nous reste peu de temps. Ok. Alors, la difficulté, c'est que les stagiaires, le monde de l'événementiel fait beaucoup rêver, mais les gens se rendent pas compte du travail qui est en amont. Donc, eux, ils pensent que c'est, le jour du concert, on est sur scène, c'est génial. Sauf que notre quotidien, c'est un téléphone et un ordinateur, c'est de la gestion de projet avec des deadlines, à plus savoir quoi en faire. Et donc, stagiaires, on est intéressé, mais il nous faut pas des stagiaires rêveurs de l'événementiel. Il faut vraiment des gens et quelles compétences il faut avoir?
Alors, quelle il faut qualité? être extrêmement méticuleux, rigoureux, puisque c'est vraiment rempli de deadlines. Voilà. Et puis, fournir un travail de qualité, quoi, parce que voilà, on est toujours, faut délivrer en permanence plein de choses, et ce travail doit être bien fait, parce qu'on peut pas se reprendre pour recorriger, parce qu'on doit déjà passer au suivant. Et il faut gérer ce stress, en fait. C'est parce qu'on est en permanence sous stress. Il faut être en forme et mentalement, il faut être, Exactement. faut être là. Et il faut pas avoir fait de la fête toutes les veilles. Pas comme toi. Non, je suis peu fêtard. Mais en ce moment, j'ai des nuits très courtes, parce que voilà, on est vraiment dans ce pic à un mois de l'événement où on a beaucoup de dossiers encore. Il y a quand même une fête quand on clôture un événement. Alors, on a la fête d'inauguration qu'on fait. Donc, on ouvre le 1er avril le matin, mais le soir, on fait la soirée d'inauguration. Donc là, c'est un moment qui est très festif. On n'a pas de soirée à la fin de l'événement, parce qu'on a plutôt envie d'aller dormir. Et nos exposants aussi, parce qu'on a des longues journées. L'événement est ouvert de 8h30 à 20h. Ça, c'est les heures de présence sur l'événement. Savoir que les exposants doivent venir avant pour remettre les montres en vitrine, etc. Donc préparer leur espace. Et puis le soir, ils doivent des fois aller manger avec des clients, etc. En gros, donc, dans cet événement, le jour J, c'est-à-dire cette fameuse semaine du 1 au 6, oui. Il y a combien de personnes qui travaillent? Sur l'événement, on est une 25 personnes. C'est déjà une belle équipe. Ouais. De notre staff. Ouais. Un petit vœu pour le futur? Voilà, quand on n'est pas préparé aux questions, tac. Excuse-moi, il faudra recouper un petit coup. Mais non, c'est cool. Alors, un petit vœu. Honnêtement, qu'on puisse continuer Time to Watches. Nous, on est vraiment... on travaille par passion. Voilà. On nous a déjà proposé des thématiques d'événements qui nous intéressent absolument pas, donc on veut pas creuser. Donc t'aimerais continuer avec cette même passion, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qui nous lève le matin, c'est ce qui nous permet de gérer ce niveau de stress et ces périodes qui sont extrêmement lourdes, voilà, au niveau physique et intellectuel à des moments. Mais on adore ce qu'on fait, donc c'est ça, c'est de pouvoir garder toujours ce plaisir, cette niaque de travailler. Christian Wipfli, merci d'être venu, et puis je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci Benjamin, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Dans la peau.